Bonjour Patrick Kanner. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes sénateur du Nord, président du groupe socialiste ici au Sénat. On est ensemble pendant 20 minutes pour une interview en partenariat avec la presse régionale représentée par Christelle Bertrand du groupe La Dépêche. Bonjour Christelle. Bonjour Ariane, bonjour Patrick Kanner. On va commencer par le congrès du Parti socialiste. C'était la première étape hier, premier vote des adhérents. C'était hier soir, ils devaient choisir entre 3 textes d'orientation, celui d'Olivier Faure, celui de Boris Vallaud, celui de Nicolas Maillard-Rossignol que vous soutenez. Est-ce que vous avez des résultats précis à nous donner ce matin? Des résultats, oui, précis, non. Puisqu'il y a ce qu'on appelle dans notre jargon socialiste une commission de recollement, c'est-à-dire qu'on va récupérer tous les votes de toutes les sections, de toutes les fédérations, toute la France, et on va regarder s'il y a eu des contestations ou pas des contestations, puisque nous avons une particularité au Parti socialiste, à la différence de LR, des Verts ou du PC ou bien d'autres partis, c'est que nous continuons à voter de manière manuelle dans des boîtes à chaussures. Mais parfois. comment ça s'explique, ça? Une vieille tradition du XXe siècle. Les positifs pourraient dire que c'est une belle tradition militante qui relève du siècle dernier. Permettez-moi de dire que quand il y a eu un accord entre Olivier Faure et notamment Nicolas Maillard-Rossignol, mais aussi Hélène Geoffroy à Marseille, au congrès de Marseille, donc il y a maintenant plus de 2 ans, dans cet accord était inscrit la mise en œuvre d'un vote électronique pour justement éviter toutes les interprétations, pour ne pas dire les tricheries. Il y en a eu lors du dernier... Il y en a eu... Mais vous craignez qu'il y en ait là? Je n'en sais rien. Vous avez eu des remontées? Ce sera... Bon, j'ai eu des anomalies, oui, des sections, on n'a pas demandé la carte d'identité à des personnes. Bon, c'est sûrement des petites choses. Mais pas de nature à fausser le résultat du scrutin? Je n'en sais rien. Moi, je me suis couché à 2h du matin. Vous verrez à 10h, là, tout à l'heure, lors de la... Et voilà, donc il va y avoir des négociations, mais vous voyez, on va négocier... Mais est-ce qu'il peut y avoir des contestations du résultat de la part du camp de Nicolas Maillard-Rossignol? On verra bien. Je ne peux pas vous répondre avant que la réunion ait eu lieu. Mais ce que je sais, c'est que pour couper court à tout cela, le vote numérique, le vote électronique, aurait permis sans aucun problème... alors, d'autant plus, je vais vous dire, nous ne sommes pas 110 ou 120 000 comme à LR. Nous sommes arrivés aujourd'hui à 39 815 adhérents. Certains disent que c'est le plus petit nombre d'adhérents depuis la création du parti d'Épinay. C'est vrai. Mais moi, je suis allé plus loin. C'est le plus petit nombre d'adhérents depuis 1945. C'était la SFIO à l'époque. C'est vrai qu'on disait que c'est des partis de masse à l'époque. Mais nous sommes devenus... C'est quoi? Olivier Faure, il a affaibli le PS? Nous sommes rentrés dans une logique que moi j'avais qualifiée il y a quelques années, j'en avais peur, une logique groupusculaire dans un climat crépusculaire. Je le regrette. Pourquoi je dis cela? C'est parce qu'il y a un décalage terrible, un paradoxe terrible entre le fait que nous soyons la première force parlementaire à gauche, 131 parlementaires, 66 députés, 65 sénateurs, que nous avons le plus grand nombre d'élus locaux, que nous avons un think tank puissant, Jean Jaurès, la Fondation Jean Jaurès, et j'en passe et les meilleurs. Donc on a une galaxie socialiste très puissante qui devrait notamment emmener la gauche vers le pouvoir. Et le paradoxe, c'est que nous avons maintenant un petit parti. Un petit parti, et hier, regardez bien les chiffres, hier, tant Nicolas Maillard-Rossignol, qui a tourné autour de 41%, comme Olivier Faure, on est à peu près à 41% des deux côtés. L'égalité. Mais est-ce que vous reconnaissez qu'Olivier Faure est devant ou pas? Je termine en vous disant que ça fait 10 000 votants pour chacun. 10 000 votants. Moi, j'ai connu une période où le Parti socialiste était à plus de 200 000 adhérents. Donc, il y a un problème. Olivier Faure revendique la victoire à quelques centaines de voix près. Peut-être qu'ils seront ramenés à quelques dizaines de voix près. Et donc, c'est le deuxième tour qui sera déterminant. Et bien sûr, moi, j'appelle à un changement. Et d'ailleurs, je souhaite, avec mes amis politiques, au sein du Parti socialiste, que le débat qui a été refusé par le premier secrétaire avant le premier tour, entre lui-même, Boris Vallaud et Nicolas Maillard-Rossignol, moi je souhaite qu'il y ait un débat, y compris pour la notoriété d'ailleurs de notre combat politique interne, sur une chaîne de télévision. Je préférais le service public, excusez-moi de le dire ici, mais bon, le public c'est là, voilà. On peut, si vous voulez. Mais faites des propositions. Moi je pense que ça intéressera non seulement les socialistes aujourd'hui, mais tous ceux qui nous ont quittés. J'ai fait un calcul, je pense qu'on a perdu en 10 ans plus de 80 000 militants. Et moi, j'ai envie de parler à ces militants en leur disant, mais voilà, le congrès est passé, ou il va passer, rejoignez-nous. Et l'objectif de Nicolas Maillard-Rossignol, c'est de faire un grand parti socialiste qu'il appelle un GPS,
de 100 000 habitants, de 100 000 adhérents, pardon, je me suis couché tard, ou trop tôt, d'ici 2027. Juste, vous dites Olivier Faure revendique la victoire. Est-ce que vous, qui êtes dans le camp de Nicolas Meyer-Rossignol, vous actez qu'Olivier Faure a remporté ce premier tour? Attendez, je l'acterai une fois que la commission de recollement aura fait son travail. Donc pour le moment, non. Je n'ai pas Vous dites c'est lui qui la revendique, mais nous, on ne dit pas que c'est lui qui a gagné. Peut-être que c'est lui qui est vraiment devant. Mais quoi qu'il arrive, ce sera à très peu. Et il y a un deuxième tour, et là, il faudra voir si le rassemblement que nous souhaitons, y compris d'ailleurs avec Boris Vallaud, se produit. Ce qui est certain, c'est que 60%, et ça je pense que je ne me trompe pas beaucoup, 60% des militants socialistes hier, les si peu de militants socialistes hier, mais que je respecte profondément, moi je suis adhérent depuis 50 ans, ces 60% ont demandé un changement de cap et aussi de gestion du Parti socialiste. Alors, il y a une chose qui semble actée, même si la commission de recollement n'a pas terminé ses travaux, c'est que les deux finalistes, c'est Olivier Faure, c'est Nicolas Meyer-Rossignol. Mais est-ce que finalement, le grand gagnant, ce n'est pas Boris Vallaud, qui sera, comme il le dit lui-même, faiseur de roi? Est-ce que la victoire ne sera pas due à lui, si, quel que soit le gagnant final? Boris Vallaud a toujours soutenu Olivier Faure. D'ailleurs, Olivier Faure lui dit régulièrement, en disant « Mais pourquoi tu t'es présenté contre moi, ou face à moi plutôt, puisque tu m'as toujours soutenu », ce qui est vrai dans les faits. Mais Boris Vallaud, avec qui j'en ai discuté, a estimé que voilà, les choses n'allaient pas assez vite, n'allaient pas assez loin, qu'il fallait plus de clarté dans nos alliances, dans la rupture avec LFI que nous revendiquons profondément, dans l'ouverture à d'autres formations social-démocrates, Place Publique, la Convention de l'Arc-Cazeneuve, les radicaux de gauche, en n'oubliant jamais bien sûr le PC et les Verts. Ce que nous voulons, nous, c'est reconstruire une nouvelle union de la gauche gagnante, où le PS, c'est vrai, aura une place importante, pour ne pas dire centrale. Qu'est-ce que vous lui proposez pour qu'il soutienne Nicolas Meyer-Rossignol? Il va y avoir des contacts, je suppose. Boris Vallaud rencontrera sûrement Olivier Faure, il rencontrera sûrement Nicolas Meyer-Rossignol. Ce que nous estimons, nous, c'est que dans une cohérence, dans une logique, si Boris Vallaud et ses amis politiques, qui viennent d'ailleurs de plusieurs sensibilités, et dans une cohérence avec lui-même et avec ce qu'il a proposé, eh bien, il est pour un changement. Et donc, le changement ne peut pas passer par le statu quo. Il y aurait une vraie incohérence. Donc, mais pas dans l'exclusion. Vous savez, Olivier Faure a eu une expression lors d'un bureau national du Parti socialiste en disant « Mais si vous n'êtes pas content, vous n'avez qu'à partir ». C'est pas ça le rassemblement. Moi, ce que je veux... Mais vous partirez si Olivier Faure gagne? Non. Vous resterez au PS quoi qu'il arrive? Moi, je suis il n'y aura pas de scission du PS? Il n'y aura pas de scission, sauf si on nous exclut. Sauf si on nous dit, allez, vous pourrez l'avoir, partez. Il y a tellement eu déjà, non pas d'exclusion, mais de départ volontaire. Quand on est un premier secrétaire, l'objectif n'est pas de rabougrir, permettez-moi cette expression, le Parti socialiste, mais de le développer, d'en faire un parti de rassemblement. Et Nicolas Meyer-Rossignol, qui va être le concurrent d'Olivier Faure, est clair. Il dit, mais moi, je ferai une direction aux couleurs de ce qu'est le Parti socialiste. Aujourd'hui, la direction nationale, tous les secrétaires nationaux appartiennent à une seule sensibilité, qui est celle d'Olivier Faure. Boris Vallaud, lui, demande aussi une direction collégiale. Oui. Qu'est-ce que ce serait une direction qui représenterait vraiment toutes les tendances? Parce que c'était le cas lors du dernier congrès, et finalement, on se rend compte qu'Olivier Faure avait la plupart des leviers de commande. Il y avait tous les leviers de commande, y compris les leviers de commande financiers, pour être très clair. Ça veut dire que Nicolas Meyer-Rossignol, c'était un premier secrétaire délégué factice, c'était un titre factice? Oui, enfin factice, ce serait injurieux à son égard. Mais il a eu un titre, il y a eu un accord de gouvernance qui n'a jamais été appliqué. Moi, je le regrette. Il a été premier secrétaire délégué pendant cette période entre Marseille et Nancy, mais dans les faits, il n'a eu aucun pouvoir, aucun accès à aucun document, et notamment, j'insiste sur les documents financiers, parce que je crois que ça mérite d'être regardé de très près. Vous dites qu'il y a eu des problèmes de gestion? Il y a eu des choix. Je vais vous prendre un exemple très concret que personne ne peut contester. C'est le choix de s'installer à Ivry. Dans un bâtiment que nous avons acheté. Qui est le nouveau siège du PS, qui a quitté qui n'est plus le nouveau siège du PS. Qui était le nouveau siège du PS après Solferino, donc, qui n'est plus maintenant le nouveau siège du PS. Au bout de 3 ans, on a considéré que personne n'y allait, c'était trop loin, que ça... Je ne sais pas combien ça a coûté. Certains me disent que ça a coûté 7 millions avec les travaux, d'autres 10 millions. On ne le sait pas. Moi, je souhaite qu'il y ait une transparence. Effectivement, c'est l'argent des militants, c'est l'argent des élus, c'est l'argent de l'État qui paye les partis politiques. Pour qu'on comprenne bien, vous avez demandé des documents financiers qui ne vous ont jamais été donnés, c'est ça? Je ne veux pas rentrer dans une polémique,
qui relève, j'ai envie de dire, des affaires internes du Parti socialiste. Mais vous dites quand même qu'il y a une opacité sur la gestion financière du PS. Je souhaite effectivement que les militants soient au courant de ce qui se passe. Et moi, j'ai découvert que de 2019 à 2023, avec Valérie Rabault, qui est une grande financière, comme vous le savez, qui a déposé une contribution thématique, j'ai découvert qu'on avait perdu 14 400 000 euros d'argent en déficit. Alors c'est vrai que la situation était délicate, et on a pris cet argent sur la vente de notre immeuble historique de Solferino. Moi, je souhaite que le parti soit sain sur le plan financier, qu'il soit clair vis-à-vis de ses militants et vis-à-vis de ses partenaires publics, naturellement, à qui nous devons des comptes. Et je souhaite surtout que ce parti puisse avoir comme objectif, je vous l'ai dit, de retrouver ces dizaines de milliers de militants qui sont partis. Donc, et tout cela, c'est une alchimie nouvelle. Et je pense que si on parle d'alchimie nouvelle, ça ne peut pas passer par le statu quo. C'est stop ou encore, finalement, ce congrès. Si les militants socialistes estiment que tout va bien dans le parti et que nous sommes en pleine forme, bah, on y va. Mais moi, je souhaite vraiment un changement. Alors, pourquoi ce changement ? Pas pour nous, mais parce que l'extrême droite est aux portes du pouvoir, parce que Poutine est en train de menacer la paix et d'autres dans le monde, et que donc la gauche au pouvoir par rapport à une Macronie affaiblie, un François Bayrou, Premier ministre, dont on se demande parfois quel est réellement le cap, eh bien oui, on a besoin dans ce pays d'un parti social-démocrate puissant. Direction collégiale, donc ça veut dire un réel partage du pouvoir, et notamment de la direction financière, c'est ça que vous demandez ? Mais vous insistez beaucoup sur l'aspect financier, mais c'est une école de formation des militants, c'est une fédération des élus puissante. Aujourd'hui, elle est en grande difficulté financière, cette fédération des élus. Ce que je souhaite, c'est que la galaxie retourne à son étiage normal, c'est-à-dire une galaxie socialiste qui permette à la gauche d'arriver au pouvoir et qui dise clairement, encore une fois, qu'avec LFI, c'est l'impasse. Alors, la prochaine étape, ce sont les municipales. Est-ce que vous dites le PS doit aller aux municipales sous ses propres couleurs ou est-ce qu'il doit y avoir des alliances à gauche ? Non, mais le PS, aujourd'hui, n'a pas de candidat parfois dans les préfectures de département. Il y a... c'est terrible, nous sommes à 8 mois des municipales, échéance essentielle pour des raisons historiques au Parti socialiste, mais aussi parce qu'elle prépare l'échéance majeure de 2027. Aujourd'hui, je suis incapable de vous présenter la plateforme des socialistes pour les municipales. Je suis incapable de savoir si on a tenu compte des expériences locales. On a beaucoup d'élus. Nous dirigeons 100 villes de plus de 30 000 habitants. Nous dirigeons le tiers des villes de plus de 100 000 habitants. C'est une force considérable. Vous êtes en train de dire que le Parti socialiste n'a pas encore commencé à préparer les élections municipales. Je vous confirme. Il commence à travailler sur les hypothèses de candidature avec Pierre Jouvet, que je salue, qui fait un très bon travail. Mais vous n'êtes pas prêt pour les municipales. Mais aujourd'hui, je peux vous dire, moi, dans mon département du Nord, j'ai des villes importantes qui n'ont toujours pas de candidats socialistes. Alors ça va être dur de gagner les municipales si on n'a pas de candidat, je vous le conseille. Mais sur les alliances, par exemple, puisqu'on parle de villes du Nord, à Lille, comment vous gagnez la ville sans la France insoumise ? Est-ce que c'est possible ? Ah mais vous savez, la France insoumise, elle n'existait pas il y a 10 ans. Et la ville est socialiste. Donc vous pouvez remporter la ville avec un candidat de la France insoumise contre vous. Mais non seulement je veux garder la ville sans les insoumis, mais ce sera contre eux, puisque Aurélien Lecoq, qui est le député qui a remplacé le fameux Adrien Quatennens, a dit « mais la ville est insoumise, nous prendrons le pouvoir ». Quasiment, je l'ai entendu récemment dans un meeting, c'était la révolution prolétarienne. Donc c'est l'extrême gauche. Et l'extrême gauche ne gagnera pas et il ne faut pas se soumettre à cette extrême gauche. Donc c'est très clair, à Lille en particulier, il faut que les socialistes partent sous leur couleur, puisque les Verts ont décidé de partir sous leur couleur. Bien sûr, avec des personnalités civiles, sûrement, je l'espère, le Parti communiste et d'autres sensibilités de gauche et du centre-gauche. Et après, les Lillois choisiront. Mais LFI a décidé de faire tomber, partout où ils le peuvent, des mairies socialistes. Pour une simple bonne raison, c'est que si les municipales se passent mal, eh bien, la voie devient royale pour leurs candidats. Donc ce sont vos adversaires aujourd'hui ? Ce sont des
concurrents qui de plus en plus deviennent des adversaires. Pour être clair, si Nicolas Mayer-Rossignol est choisi comme premier secrétaire du Parti socialiste, est-ce que ça veut dire qu'il n'y aura aucune alliance avec LFI lors des municipales? C'est une consigne qui sera donnée aux candidats municipales. Aucune alliance nationale. Après, si dans une ville, il y a eu du travail d'élus LFI qui sont déjà dans la majorité, et que les maires socialistes, si c'est le cas, nous disent « mais écoutez, voilà, ça se passe bien, moi je souhaite… » On n'est pas des fous. On sait très bien qu'il y a des réalités locales, mais l'axe politique que nous défendons, c'est que le NFP modèle tutélaire LFI est caduc. Et nous l'avons écrit. Et donc, il faut recréer une nouvelle union et rentrer dans une concurrence normale. Qu'est-ce qui vous différencie d'Olivier Faure? Parce qu'Olivier Faure, il part d'une plateforme qui va de Glucksmann à Ruffin. Il ne parle plus de Jean-Luc Mélenchon. Oui, quelle est la différence? Non, mais c'est vrai qu'il a évolué sur cela. Mais moi, je regarde. Olivier Faure a été rejoint dans sa motion par une contribution générale, comme l'on dit dans notre jargon socialiste, encore une fois, qui s'appelle Avenir socialiste. C'est ce qu'on appelle l'amicale des censeurs. Vous savez, donc c'est vraiment la gauche de la gauche du Parti socialiste et qui est favorable encore à une alliance avec LFI. Donc Olivier Faure va donner des sièges au Conseil national du Parti socialiste, notre Parlement, à des gens qui considèrent que l'alliance avec LFI reste tout à fait d'actualité. Donc moi, je souhaite qu'on sorte de l'ambiguïté. Donc c'est une rupture de façade. Il est encore dans le… Je ne ferai pas un faux procès. Je dis simplement qu'il y a des gens qui sont très très clairs et d'autres qui, pour moi, sont quand même encore dans un doute. Et notamment liés à une éventuelle dissolution qui nous amènerait à devoir renégocier avec LFI. LFI, pour moi, est disqualifié dans la capacité de la gauche d'arriver au pouvoir. Alors, une des choses qui vous oppose à Olivier Faure, vous qui soutenez Nicolas Mayer-Rossignol, c'est la stratégie pour 2027. Olivier Faure propose ne serait pas contre une primaire. Vous, oui, comment on définit, comment on désigne le candidat de la gauche en 2027 sans primaire? Moi, je vais vous dire, je vais vous donner mon sentiment personnel. Je sais bien qu'il faudra trouver une procédure de désignation. Je pense qu'il faut que, parce que le PS a amené 4 fois la gauche au pouvoir dans la Ve République, 81, 88, la dissolution de 97 et 2012 avec François Hollande, François Mitterrand bien sûr en 81, 88. Je pense que nous sommes sûrement les mieux placés parce que, force politique historique, même si nous sommes affaiblis aujourd'hui au sein du Parti socialiste, pour amener la gauche au pouvoir. Quelle est la méthode à utiliser? On a utilisé toutes les méthodes, primaire ouverte, primaire fermée, etc. Bon. Moi, j'ai envie de considérer que le juge de paix, ce sera les municipales. Et que le rapport de force qui sera issu du municipal entraînera la réflexion sur la modalité potentielle. Ce que je sais, c'est qu'il y aura de la concurrence et qu'il faut un candidat unitaire. Candidat unitaire, est-ce que ça veut dire un candidat unique ? Vous voyez la nuance. Il faut créer les conditions de l'unité, notamment au second tour. Mais le problème, c'est d'arriver au second tour. Alors certains disent, oui, mais si on a un candidat unique, on arrivera automatiquement au second tour. Excusez-moi, mais pour l'instant, on plafonne à 30%, même avec Jean-Luc Mélenchon. Et Jean-Luc Mélenchon il y aura Jean-Luc Mélenchon. Et Jean-Luc Mélenchon sera candidat. Donc vous voyez, on est en train de phosphorer sur une procédure, alors qu'il nous manque pour moi un élément capital dans le puzzle, c'est le résultat des municipales. On va dire un mot du reste de l'actualité. Hier, les députés ont voté les textes sur la fin de vie. Il n'y avait pas de surprise sur le texte développant les soins palliatifs. En revanche, le vote finalement a été plutôt large sur le texte qui crée un droit à l'aide à mourir, 305 contre 199. Vous attendiez un tel vote? Écoutez, ça me rassure. Ça me rassure, je suis très favorable à cette proposition de loi, même si j'aurais aimé un projet de loi. Il y a bien d'autres sujets où aujourd'hui c'est des propositions de loi sans étude d'impact, sans avis du Conseil d'État, qui font la politique du gouvernement. Il y a là aussi une forme d'aberration. Mais bon, dont acte. Donc ce texte est passé, il va arriver chez nous à l'automne. Je laisserai la liberté de vote. Puisque c'est un sujet éthique, et vous avez peut-être vu que des socialistes de toute sensibilité, à l'intérieur même du groupe socialiste, eh bien, avaient voté
contre ce texte parce que ça les interpelle et je respecte parfaitement cela. Et je sais que chez moi aussi, au groupe socialiste, on aura des gens qui seront défavorables, mais une majorité, je pense, est favorable à ce texte. Ce vote favorable va vous aider au Sénat parce qu'on sait que la partie va être beaucoup plus compliquée. Je pense que la droite sénatoriale va vouloir détricoter. J'ai commencé déjà à avoir des contacts, y compris hier soir, avec des grands élus de droite sénatoriale et de centre sénatorial, et je sens bien que... Ah, pour vous, il y aura des tricotages du texte. Oui, je pense, oui. Je pense. Je vous rappelle que c'est un texte qui sur l'urgence n'a pas été déclaré, ce qui veut dire qu'il va y avoir 4 lectures. Donc, très honnêtement... On parle d'un vote au printemps 2026. Oui, alors, au mieux. Moi, je le regrette parce que pendant ce temps-là, il y a des gens qui souffrent. Il y a des personnes qui n'ont pas envie de partir en Suisse ou en Belgique, de payer des sommes incroyables. Donc voilà. Mais il faut y aller. Ce texte, pour moi, n'est pas parfait, mais c'est enfin une avancée vers ce que je considère comme étant une liberté absolue. Dire « je veux partir » quand j'ai décidé de partir. Un mot sur une proposition qui a été formulée hier par François Bayrou et qui fait polémique depuis, la TVA sociale. Est-ce que vous y êtes favorable? Qu'est-ce que vous en pensez? J'y suis totalement défavorable. C'est-à-dire c'est honteux. Pour moi, c'est honteux. C'est honteux. C'est honteux, et c'est totalement contraire à toutes les négociations que nous avons eues en janvier dernier sur la préparation du budget 2025. Jamais cette question n'a été évoquée et même avait été balayée par le ministre de l'économie, M. Lombard. Moi, il y a des problèmes d'équilibre financier, personne ne peut le nier. 3 300 milliards de dettes, 6% de déficit, ce pays est au bord du collapse sur le plan budgétaire, chacun le sait bien. Mais faire payer au plus grand nombre, sans tenir compte de leurs revenus, un équilibre financier pour financer la sécurité sociale, c'est pour moi contraire à tout ce que je pense. Nous, nos propositions en 2025 étaient toutes alignées sur des recettes nouvelles, et notamment sur des baisses d'exonération de charges pour les entreprises. 5-6 milliards d'euros qu'on aurait pu trouver comme ça. Ça a été balayé d'un revers de la main, et là, on fait payer les plus pauvres. Dire la baguette de pain... C'est-à-dire que contrairement à l'année dernière, le budget se fait sans vous, là, aujourd'hui? Alors, le budget, pour l'instant, n'a pas été associé à quoi que ce soit. Peut-être que M. Lombard va me téléphoner après notre émission pour me dire M. Caner, venez me voir. Bon. Et j'irai le voir avec Boris Vallaud. Vous l'avez déjà fait. Et le futur premier secrétaire du Parti socialiste. Bon, donc on l'a déjà fait, on n'a pas peur de cela. Mais je vois bien quand même comment les choses tournent. Vous savez, ici au Sénat, Gérard Larcher, c'est pas un secret, m'a reçu hier avec le rapporteur général Husson et le président de la Commission des finances, Reynal, pour me dire que le Sénat, la droite sénatoriale, va bâtir un projet d'équilibre budgétaire et avec un concept qui est 40 milliards de baisse de dépenses publiques, de baisse. Et nous répondons, nous, c'est 40 milliards, oui, mais comme solde budgétaire, c'est-à-dire des baisses sûrement, mais aussi des recettes nouvelles. Donc vous voyez, c'est ça la différence entre la droite et la gauche. Nous, on pense qu'il y a des recettes à aller chercher. Si François Bayrou allait jusqu'au bout de son idée, proposer une TVA sociale, est-ce que ça mériterait une motion de censure? C'est un sujet de censure, comme un statu quo sur le... Là, le PS la proposerait, la voterait. Non, mais il est clair que, par exemple, si les retraites, ça n'aboutit pas, ou sur rien, ou quasiment rien, ou si cette TVA sociale qui nous est mise dans la figure, écoutez, nous prendrons nos responsabilités. Nous l'avons déjà fait. Nous avons été responsables en ne mettant pas le pays devant un mur, en ne votant pas la censure sur le budget, sur la déclaration de politique générale. Mais nous restons des opposants farouches à la politique. Nous n'avons pas voté le budget 2025. Nous restons des opposants farouches à M. Bayrou, surtout s'il prend des mesures antisociales. Moi, j'attends, vous voyez, la fameuse taxe Montchalin qui devait reposer sur l'idée de M. Zuckman, à savoir une taxe sur le haut patrimoine. Pour l'instant, je ne vois rien venir. Donc, on va reprendre la lettre du 16 janvier de M. Bayrou et on va voir où ça en est aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci Patrick Caner d'avoir été notre invité. La une de la Dépêche du Midi, chantier de la 69, reprise ou pas? C'est la question à la une de votre journal. On va parler de la fin de vie tout de suite dans le Club des Territoires.